Ok, bonjour à tous. On va attendre peut-être encore 2 minutes que tout le monde se connecte. Il est 59. Bonjour. C'est bien sur cette plateforme parce qu'on n'entend pas les clics des gens qui se connectent. Parfois, on entend clic, 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 clic. Alors, ça peut avoir un petit côté stressant par rapport au thème. Mais là, on n'entend pas les clics, clics, clics. Bon. Ok, moi, je propose qu'on démarre. Il est 11 h. Peut-être que des personnes vont prendre le train en marche. Merci à vous tous de vous connecter. Merci à nos intervenants d'être là. Peut-être qu'on va démarrer par une présentation. Moi, j'aime bien savoir à qui on parle, bien sûr de quoi on parle. Ça, le titre, vous l'avez, RH et Burnout, détecter, soutenir et réintégrer. Le public qui est présent, ce sont essentiellement des RH qui sont là pour entendre un partage d'expérience. Donc peut-être Amandine, peux-tu nous dire qui tu es pour nos intervenants? Avec plaisir, merci Sylvie. Bonjour à tous. Donc Amandine, je suis consultante RH depuis maintenant à peu près 1 an et demi. Et avant ça, j'ai été salariée pendant 13 ans dans l'environnement plutôt tech sur des fonctions RH et DRH, notamment ma dernière entreprise Payfit où j'étais DRH France. Et aujourd'hui, j'accompagne mes clients via ma structure Taleni, donc en consultante RH, sur des thématiques bien identifiées autour de la prévention des risques, du burn-out, mais aussi des thématiques très larges RH, de rémunération, d'accompagnement de la performance, du développement des carrières et aussi en tant que DRH de transition. Je suis ravie de participer à ce webinaire aujourd'hui avec vous. Merci Amandine, je suis contente de te retrouver parce qu'on s'est rencontrés à une époque de Payfit et on a pu mettre en place un certain nombre de choses dont on parlera peut-être. Olivier, je vous invite à vous présenter. Alors moi, je suis médecin du travail, il est utile de le dire, je suis dans un service interentreprise, je ne suis pas dans un service autonome avec une seule et même entité. Personnellement, je suis médecin, mais j'ai fait l'ESSEC, j'ai fait de la recherche, j'ai été directeur marketing international, j'étais entrepreneur, professeur, et maintenant je suis très heureux d'être médecin du travail. Donc et notamment vis-à-vis des sociétés, je me sens très à l'aise vis-à-vis de ce monde du travail. Super, merci. Vous avez donc un spectre large qui nous intéresse beaucoup pour ce sujet de la prévention du burn-out. Donc moi-même, je suis Sylvie Chauvin, je suis psychologue. J'ai la particularité d'avoir été aussi RH dans une vie précédente. Je travaille pour Moka.care, qui est une solution de santé mentale pour les entreprises et qui intervient sur la prévention primaire, secondaire et tertiaire, et donc qui travaille avec les équipes, les RH et les managers. On a une 30aine de clients et on se développe aussi bien dans des petites structures que dans des très grosses. Voilà, et je suis vraiment contente parce que le thème du burn-out, dans mon activité libérale que je continue à garder les jours où je ne suis pas chez Moka, c'est ma consultation prioritaire. Les médecins m'adressent des personnes parce qu'ils sont en burn-out. Et mon rêve que je vous partage, mon envie, ça serait d'avoir des organisations zéro burn-out. Comment on peut faire pour avoir des organisations zéro burn-out? On va parler de ça. Et on va aussi vous poser des questions à vous, les RH. On aura à quelques moments des sondages, donc n'hésitez pas à répondre, à vous connecter. Plus ça sera interactif, plus on pourra repartir avec des choses qui seront propres à vos attentes. Voilà. Alors, on avance peut-être en vous présentant le plan de cette intervention. Donc, globalement, on va voir 3 parties. Déjà, on va s'interroger, faire face au burn-out. Qu'est-ce que c'est que le burn-out? Donc là, on aura l'éclairage du médecin qui nous dira, lui, comment c'est le burn-out pour lui. On verra comment agir en prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au burn-out? Est-ce que c'est possible de tendre vers des organisations zéro burn-out? Qu'est-ce que vous pouvez activer, vous, les RH, pour ça? Et aussi les médecins du travail. Et puis enfin, vous, en tant que RH, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préserver? Parce que le burn-out et les RH, parfois, malheureusement, c'est des choses qui se conjuguent. Donc, comment faire pour se préserver en tant que RH? Et tout au long, et à certains moments, et aussi à la fin, on se gardera 10 minutes pour les questions et les réponses. Voilà.
Alors, petit sondage, qu'attendez-vous de ce webinaire? Nous, on a prévu de vous dire des choses, mais on est tout à fait en capacité de nous orienter différemment. On s'est dit, on a mis plusieurs thèmes, donc une meilleure connaissance un peu théorique du burn-out, des petits signes, connaître les petits signes cliniques, les petits signes que le médecin peut voir, que les RH peuvent voir, que les collègues. Qu'est-ce qui nous aiderait à ne pas faire de burn-out, justement? Ah, je n'ai plus de son. Burn-out. Et comment moi je me protège en tant que RH par rapport à ce sujet de burn-out. On a vu la Covid a mis devant la scène beaucoup de RH, et c'est vrai que moi en patientèle, je ne sais pas si Olivier ou Amandine, vous avez vécu des choses comme ça, mais les RH, des RH qui tombent, des RH qui s'effondrent, ça nous arrive. Alors, les petits signes, on va insister beaucoup, là je vois sur ce sondage, sur les petits signes qui ne trompent pas. Et je vois aussi dans le chat comment travailler autour de cette cause en tant que formatrice. Ok, donc les petits signes qui ne trompent pas, on va insister sur ce sujet-là. Et puis peut-être une meilleure connaissance aussi du burn-out. Je prends les deux items fondamentaux et on s'engage à y répondre, puisque et d'un point de vue clinique et médical, on va vous en parler, et d'un point de vue aussi entreprise, ce qu'on observe, à travers le regard d'Amandine et aussi à travers le regard de Moka. Ok, merci pour votre participation. Ça fait plaisir de voir que vous êtes là derrière et que vous êtes présents, que vous n'êtes pas connectés à d'autres choses en même temps, parce qu'on sait que le technostress, le fait d'être dans un webinar et en même temps de répondre à ses mails et à une autre conversation, ça ne nous aide pas pour le burn-out. Donc, si vous êtes là, vous êtes pleinement là. Sinon, peut-être qu'il faut mieux faire autre chose. Ok, on avance. Il y aura un replay. Oui, il y en aura un. Ok, merci. Alors, peut-être une définition plus précise du burn-out. J'ai envie de me tourner vers vous, Olivier. Vous, en tant que médecin, le burn-out, c'est quoi? Le burn-out, d'abord, c'est une expression anglo-saxonne. C'est vraiment quelqu'un qui brûle, c'est-à-dire qui est en train de cramer ses ressources parce qu'il est dans un état de surexcitation ou d'hyperactivité. Donc, effectivement, on peut prendre cette diapositive de la mécanique de l'épuisement. Mais auparavant, je voudrais dire que le burn-out n'est pas une dépression au départ. Effectivement, on peut aller après, dans un deuxième temps, vers une dépression réactionnelle. Mais au départ, c'est quelqu'un qui travaille et qui travaille trop et qui est en train d'amenuiser ses ressources avec le schéma qu'on voit là, que je peux reprendre. La mécanique de l'épuisement, c'est une surcharge de travail qui génère un stress. Ce stress génère une fatigue et cette fatigue entraîne une diminution de l'efficacité. En l'air de rien, cette espèce de cycle vicieux, ce cercle infernal, a un effet siphon qui va faire finalement comme effet que les gens vont aller vers le bas. Et ils vont être à travail égal, il va leur falloir plus de temps parce qu'ils sont fatigués pour faire le même travail. Et donc là, on a typiquement le cercle vicieux. Et pourquoi ça se passe comme ça? Comment ça peut se terminer? Les gens, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la notion de déni, mais je suis plutôt sur la notion d'aveuglement. C'est-à-dire que les gens ne se voient pas tomber, ils ne se voient pas en excès de vitesse, comme sur une autoroute, comme si j'étais à 180. Et donc, finalement, ils arrivent à cette notion-là. Ce que je voudrais dire aussi, c'est rapidement que oui, c'est peut-être une dépression au final, mais au départ, ça ne se ressemble pas. Pourquoi? Parce que s'il y a une notion de déni, on va regarder ce mot-là, même si je trouve que c'est aveuglement déni. Le dépressif, lui, il sait qu'il est dépressif. Il n'est pas dans le déni. Il y en a un qui est hyperactif en burn-out. L'autre, le dépressif, il est plutôt hypoactif. Il y en a un qui est désorganisé parce que c'est plus où donner de la tête, et l'autre, il est plutôt organisé à côté de son canapé. Il y en a un qui est perfectionniste, l'autre qui a renoncé à être perfectionniste parce qu'il sait qu'il est dévalorisé. Il y a d'autre part des notions de temps. Le temps est très court pour un burn-out, il est plutôt long, il n'en finit pas pour un dépressif. Bref, tout ça, tous ces éléments-là sont des éléments, notamment le travail est le problème pour le burn-out, alors que pour le dépressif, il y a plein de problèmes qui se surajoutent.
vous avez ce petit schéma qui passe d'une surchauffe, donc un stress aigu, vers le stress chronique. Avec d'autres, le stress chronique, c'est des effets médicaux, une désocialisation, des troubles physiques. Là, on va avoir, par exemple, des problèmes de diabète, des problèmes de thyroïde, des problèmes de mal de dos surtout, de divers problèmes hormonaux. On va avoir voilà, tous ces problèmes éventuellement, des maux de tête, enfin, tout un tas de manifestations qui disent le trop plein et surtout le trop de stress. On va même pouvoir avoir après plutôt des séquelles carrément chroniques avec des problèmes cardiaques, etc. L'isolement, c'est une part importante, c'est-à-dire que la personne va se couper de ses amis parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle n'a pas les moyens, etc. Ce qui va accélérer encore plus ces notions de phobie, enfin en tout cas d'être dedicated au travail. Il va y avoir des dopants, alors que justement un dépressif va aller chez le médecin pour avoir un antidépresseur. Mais on va prendre des dopants, que ce soit le café, que ce soit du cannabis, du CBD, etc. Et puis, finalement, on va arriver avant l'effondrement à la désillusion, la culpabilisation, la capitulation. Voilà, tous ces éléments-là ce sont les marches qui vont plutôt vers le bas, évidemment. Et on va avoir du mal il faudra quand même des semaines et des mois, plutôt des mois, évidemment, que des semaines pour remonter toutes ces marches qu'on vient de voir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de signes différents. Alors, c'est vrai que moi, j'avais peut-être tendance parfois à simplifier en disant que j'avais un premier signe que vous me réfutez un peu là, qui était le déni. C'est-à-dire souvent pour avoir accompagné des gens, que ce soit en entreprise ou après en tant que psychologue en cabinet et dans mon activité libérale, j'avais souvent tendance à dire que le déni est au burn-out, ce que les boutons pourraient être à la varicelle. Donc, en fait, quand j'ai quelqu'un, tout votre entourage te dit, allez Sylvie, là, il faudrait un peu, c'est pas comme d'habitude, imaginons que j'ai fait un burn-out, il faudrait que tu relâches un peu la pression, je te sens agressive vis-à-vis des gens, etc., etc. Je dis, non, t'inquiète, ça va, je gère. Je pense que Amandine, elle en a vu comme ça des gens aussi en entreprise. Et c'est pour ça, alors, je ne sais pas quelle est la différence entre le déni et l'aveuglement. Y aurait-il une volonté derrière de l'individu? Moi, j'aimerais que vous précisiez ça parce que c'est un point important déjà de ma propre compréhension et peut-être de la compréhension des gens qui, jusqu'à présent, on disait un peu déni. Je ne veux pas voir ce truc. Mais en fait, je pense que c'est tout simplement qu'on ne voit pas forcément les gens au même moment. C'est-à-dire que quand je les vois, moi, ils demandent un rendez-vous auprès du médecin du travail parce que ça ne va vraiment pas. Donc, on n'est plus dans le déni à partir du moment où je sais que je suis fébrile, je ne dors plus de la nuit, que je prends des cachets, etc. En revanche, au début, c'est une surchauffe. C'est ce que j'exprimais juste avant. Donc, effectivement, dans le surchauffe, mais non, ça va le faire. Vous connaissez cette expression anglo-saxonne, try harder. Donc, essayez plus fort. Je vais m'en sortir. C'est juste un petit coup. C'est la fin de l'année, etc. Et puis, finalement, c'est la fin de l'année, mais aussi le début de l'année. Bon, et après, 6 mois après, finalement, j'en suis que j'ai arrêté le sport, je ne vois plus personne, etc. L'arrêt du sport est absolument catastrophique dans ces cas-là. Quand les gens ont un sport, ils ont littéralement un tuteur et surtout une soupape vis-à-vis de ces tensions. Donc, moi, je pense qu'on ne les voit pas au même moment. En tout cas, si vous les voyez après, effectivement, après l'arrêt de travail, etc., vous les suivez pendant 6 mois, là, ils ne sont pas dans le déni. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... Je pense que ce qui est très... En revanche, le burn-out, enfin, on va dire le surinvestissement et l'épuisement professionnel, pour surinvestissement, épuisement professionnel, burn-out. Pour moi, le burn-out, c'est le jour où on est en larmes en plein milieu d'une réunion, ou qu'on a fait ses courses et que tout le monde court à côté de vous, parce que on regarde la fenêtre et on se dit, cette fois-ci, je vais sauter, mais qu'est-ce qui me prend? Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une fracture ce jour-là. Avant, il y a l'épuisement professionnel, avec ce qu'on a expliqué sur le stress aigu, sur le stress chronique. Donc, vous voyez, donc c'est des questions de stade aussi, hein, vraiment... Amandine, toi, quand tu te positionnes en RH, à quel moment, toi, tu pouvais voir ça? Qu'est-ce que tu peux dire de ça, les personnes que tu aurais vues dans les entreprises? Oui, c'est intéressant. En fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de signaux qui nous permettent Alors, en tant que RH, encore une fois, on n'est pas médecin, on n'est pas psychologue, on est vraiment plus dans l'accompagnement d'un bien-être global. Donc, on peut détecter des choses sans forcément définir qu'on en est là. Mais il y a des signaux, c'est vrai, qui ne trompent pas trop. En général, en tout cas, dans les environnements dans lesquels j'ai pu évoluer, des signaux comportementaux, notamment
sur l'impatience, l'agressivité peut-être inhabituelle, peut-être moins d'implication ou alors plus de conflits. À chaque fois, moi, ça a été assez flagrant quand je voyais des personnes évoluer de comportement de manière assez drastique. Je me disais, ah, tiens, c'est étrange, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y avait un premier signal. Alors, ça peut s'expliquer par d'autres thématiques, mais si on cumule ça à des signaux physiques où, en fait, on se rend compte que la personne, elle est potentiellement fatiguée. En effet, je rejoins Olivier sur les maux de tête, les douleurs, les insomnies, les tensions, etc. Donc ça, on ne peut pas forcément le détecter parce que ça peut être de l'ordre du personnel, mais peut-être que dans le cadre plus de l'équipe, le manager, lui, peut s'en rendre compte parce qu'il connaît bien ses équipes et le détecter et nous le remonter ensuite, nous, en tant que RH. Et ensuite, il y a des signes, en effet, émotionnels ou cognitifs sur des difficultés à se concentrer, une perte de performance ou de capacité à résoudre des problématiques simples, alors que par ailleurs, on avait l'habitude de le faire avec facilité. Voilà. C'est des signaux qui, à mon niveau, en général, conduisent à des discussions importantes sur le bien-être de la personne. Alors parfois, oui, on en vient à proposer des accompagnements externes ou internes d'ailleurs, il faudra qu'on en discute. Mais en tout cas, ces signaux-là, pour moi, ça doit être le premier signal d'alerte où on doit se dire « Ah, attention, là, il faut faire quelque chose ». Donc d'un point de vue individuel. Et ça, c'est l'accompagnement aussi avec le manager. Nous, RH, encore une fois, on est responsable de la santé et sécurité de nos salariés, avec l'organisation au sens large, mais les managers aussi. Et du coup, c'est un travail main dans la main pour que tous, on aille vers une organisation, comme tu le disais, Sylvie, en intro, zéro burn-out. Alors, est-ce qu'on peut y arriver? Certainement, mais si on met en place pas mal de choses en amont, et notamment la détection des signaux faibles. Ok, merci Amandine. Alors, c'est vrai que c'est énorme, ça touche, alors moi j'ai plein de chiffres à vous donner, mais juste ça touche 2,5 millions de personnes, nous dit Empreinte, le cabinet Empreinte Humaine, un sondage d'Opinionway de 2023. D'autres personnes nous disent que la France, c'est une étude du Forum du Futur en 2023, classe la France parmi les pays européens les plus touchés sur le burn-out professionnel. Donc en fait, on sait que c'est massif. Et c'est vraiment dans nos entreprises. On veut faire ce webinaire chez Moka parce qu'on pense que globalement, on peut faire des choses pour prévenir et pour éviter ces situations donc, que vous nous avez décrites tous les deux, de stress chronique où on s'installe et on a cet effondrement. Alors, peut-être qu'on va prendre les choses un peu dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en amont, plein de formations, etc. Ça, on sait qu'on peut faire ça, mais on va dire que là, on est dedans. Déjà, quand c'est là, pendant l'arrêt de la personne, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette période? Oui. Sylvie, je voudrais juste dire quelque chose. Excuse-moi, je ne savais pas si vous alliez continuer. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'épidémiologie, elle dépend de ce dont on parle. S'il s'agit, le premier stress, on a vu ça pendant la période Covid. On voyait des personnes qui arrivaient quasiment en pyjama, enfin, en tout cas qui étaient mal rasées, qui avaient une tête visiblement fatiguée, qui étaient en retard sur le rendez-vous en visio, etc., etc. En fait, tous ces éléments de personnes où on se dit, mais il n'a pas l'air bien, il n'est plus concerné, il est distrait, etc. Tout ça, ça fait partie, et ça peut, bon, il peut y avoir un problème personnel aussi qui justifie ça. Mais ça peut être typiquement des éléments de personnes qui est déjà un petit peu très fatiguées et puis enfin un peu fatiguées et qui commencent à. Et d'autre part, moi vis-à-vis de, donc il faut savoir de quoi on parle. Effectivement, je pense que par exemple, on confond dépression et burn-out et on confond aussi le stress au travail d'un stress excessif et notamment chronique avec un épuisant. Donc, en fait, quand on parle de 2 millions, etc., en fait, il faut savoir de quoi on parle. Tout simplement, les mots sont différents. Si c'est un burn-out, véritablement burn-out, qui va se traduire par plusieurs mois d'arrêt de travail, voire 6, 8, 9 mois, 12 mois, etc., effectivement, ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Mais en revanche, ils sont quand même, selon les périodes, quand même plutôt en croissance. On a beaucoup de mal. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal à avoir des chiffres exacts. Là, bon, épuisement sévère, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on a du mal parce que déjà, le burn-out, comme vous l'avez dit, il est multi. Les signaux, je crois, je ne sais plus quel médecin disait qu'on pouvait avoir plus de 60 signes cliniques.
Alors, moi, j'aime bien aussi la définition du docteur Machla qui nous dit que globalement, on a les 3 sphères, on a tout ce qui concerne l'épuisement physique et émotionnel, cette grande catégorie avec tous ces signaux. On va avoir cette chose tout à fait particulière et tout à fait spécifique, je trouve, qui nous aide à faire le diagnostic, qui est la perte d'empathie. Moi, j'ai vu des soignants me dire, des gens qui étaient dans le care, hein, des gens, ou même des RH aussi, hein, qui ont choisi ce métier parce que, en général, quand on est RH, c'est un métier de relations, c'est dans la sphère des relations humaines, donc on choisit ce métier parce qu'on a envie de faire des choses avec les hommes et les femmes. Mais j'ai vu des RH me dire, mais je ne supporte plus les gens, je ne les supporte plus, les collabs, les managers, les clients, tout le monde, en fait, je ne supporte plus personne. Donc cette espèce de perte complète d'empathie, elle est très caractéristique du burn-out, et les soignants disaient la même chose de leurs patients. Et puis le troisième item du docteur Machla, c'est tout ce qu'on aimait avant, que ce soit notre travail ou faire de la poterie ou du vélo, tout ça, en fait, j'y vais plus. Vous êtes OK aussi avec ça, sur ces 3 grosses caractéristiques qui définissent. Alors, on peut faire un inventaire, on a un test, un inventaire qui nous permet de cibler ça, mais c'est vrai que, bon, à force d'avoir vu des gens qui font des burn-out, je suis souvent dans ces dimensions-là, avec au début, ces personnes-là, même si elles sont effondrées, elles ne dorment plus, elles sont extrêmement fatiguées, elles refusent l'arrêt de travail du médecin. Et c'est tellement. Moi, je trouve que ce moment-là, il est terrible. Parce que le médecin, en général, moi, ça se passe comme ça, leur dire là, il faudrait vraiment vous faire accompagner. Donc, il disait voilà, allez voir dans ma ville, Sylvie Chauvin, là où je travaille. Et puis, donc, moi, je dis mais je veux bien vous accompagner, mais là, il faudrait vraiment vous arrêter de travailler parce que c'est pas OK, ça va pas. Le médecin essayait et ils prennent pas l'arrêt. Et j'en ai quelques-uns comme ça. Et puis, à un moment, ils vont s'effondrer. Donc, en fait, on doit attendre l'effondrement, malheureusement, dans bien des cas, pour pouvoir après commencer la phase de travail que je vous décris tout à l'heure. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à ça. Moi, je veux bien réagir vis-à-vis de ça. La première des choses, quand on est vraiment en surchauffe, sur régime, qu'on ne dort plus, c'est justement l'arrêt de travail. Le bouton off, le bouton rouge qu'on met là sur les prises, ce bouton off, c'est l'arrêt de travail. C'est l'arrêt de travail médical. Hein. Et c'est l'arrêt de travail pas pour 15 jours. Or, le problème est que, selon, vous êtes RH, donc pour la plupart, mais selon, on va dire, l'ambiance de l'entreprise, si vous faites un arrêt de travail une semaine, 15 jours, on ne va pas vous prendre vos mails et on ne va pas mettre des solutions de substitutives parce que vous n'êtes pas là. Donc, on a le problème de l'arrêt de travail, ça va être encore pire. J'ai vu ça, mais je ne sais combien de fois. En gros, la terreur de reprendre le travail après un mois, vous imaginez, je vais avoir 15 000 mails et une avalanche. Donc, en fait, le retour au travail, c'est une vague de 20 mètres de haut et il va falloir aller en surf donc, ce n'est pas possible. Donc, la terreur de ça, évidemment, on peut la comprendre. Donc, petit arrêt de travail ne sert pas à grand-chose dans ce moment de surchauffe parce qu'il y a littéralement des choses à réapprendre, notamment tout ce qui faisait qu'on était épanoui, qu'on allait voir du monde, qu'on allait faire du sport, qu'on sortait, etc. Donc, c'est pas si simple parce que, encore une fois, c'est insidieux. Donc, il faut que la personne soit sur... je me rends compte que... D'ailleurs, maintenant, je m'en rends compte, ma femme me dit que je suis insupportable, mes enfants me disent qu'on ne me voit jamais et qu'il n'y a plus d'organisation, il n'y a plus d'âme dans la maison, etc. Donc maintenant, je me rends compte que ce qu'on me disait, mes proches notamment, est vrai. Et ma mère trouve que j'ai l'air de rien, que je devrais arrêter ce travail, etc. Bon, voilà, donc, vous voyez, il y a des choses qui font que vis-à-vis de l'arrêt de travail, pour moi, j'ai vu ça des centaines de fois. L'arrêt de travail, c'est bien, mais si c'est pour reprendre un truc qui est tout à fait inhumain et impossible, je vais changer d'entreprise parce que l'idée même de me retrouver avec 15 000 mails est insupportable et j'en dors pas depuis 3 jours. Et donc, je dois reprendre dans une semaine. Mais qu'est-ce que vous en pensez, docteur ? C'est pas possible, on est d'accord. Et oui, c'est vrai, c'est pas possible, on peut pas faire comme ça. En tout cas, il faut préparer le retour. Ok. Complètement en phase avec vous quand vous donnez les signes là, de l'entourage, hein, que ce soit votre conjoint ou même des collègues quand vous n'êtes pas encore arrêté. On a envie de vous donner ça pour les RH, pour que vous puissiez aussi, que vous soyez RH ou pour les managers ou pour les collègues aussi. Nous, on a trouvé que cet outil il est assez simple et il aide les personnes à conscientiser là où ils en sont.
La question qu'on pose, c'est comment tu te sens sur une échelle de 1 à 10 ? 10, tu es au top de ta forme, 1, ça ne va pas du tout. Vraiment, au fond de toi-même, comment tu te sens ? Et donc, cette réglette, elle nous aide à objectiver ça. Ben voilà, quelqu'un qui est en burn-out, il ne va pas là être dans le déni. Il va vous dire, je suis à 2, je suis à 3. Et à force de se poser cette question, quand je suis à 2, quand je suis à 3, j'ai besoin d'aide. Donc, j'ai besoin d'aide, qu'est-ce qui peut t'aider ? Oui, tu peux aller parler avec le RH. Et le RH, qu'est-ce qu'il va faire ? Mais il va m'orienter auprès du médecin du travail. Et le médecin du travail qui, effectivement, va pouvoir, là, objectiver et poser un premier diagnostic en disant à la personne, là, ça serait bien de s'arrêter. Et plus on va poser tôt cette question, plus on va anticiper ces sujets de burn-out. Et on va avoir quelqu'un dans l'entreprise qui est capable d'objectiver un peu la santé mentale sur le sujet du burn-out. Donc, nous, chez Moka, on prône vraiment souvent, on dit, bonjour, qu'est-ce que vous dites après avoir dit bonjour ? Comment tu te sens sur une échelle de 1 à 10 ? Et on pense vraiment qu'en posant cette question de manière récurrente, on arrive à détecter au plus tôt les signes et à pouvoir orienter auprès des bonnes personnes. Okay ? Après, je ne suis pas naïve. Et bien évidemment, le terrain, l'organisation de l'entreprise, on en parlera tout à l'heure, va aider ou pas. C'est vrai qu'on voit parfois deux mondes, des entreprises où il y a de la prévention, il y a de la formation, les rôles sont clairs, on va prendre tous ces critères et Amandine, tu vas nous aider aussi à les mettre en place. Et puis d'autres où il n'y a rien de tout ça. Et du coup, quand je suis pas bien, et en préparant, Olivier nous parlait aussi parfois de la contrainte et parfois des effets délétères et moribonds de certains objectifs qui poussent à l'opposé de ça. Okay ? Donc, je voulais réagir par rapport à ce que vous aviez dit sur ce sujet-là. Alors, là, on en était en amont. Si je reprends un peu en amont du burn-out, on a des signes. On ne sait pas forcément encore qu'est-ce qui va se passer. Il y a un moment, il y a l'effondrement. Vous nous avez Olivier, et donc la personne s'arrête. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que fait le RH ? Qu'est-ce que fait le médecin du travail ? Qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Moi, je vais juste vous livrer un élément. C'est que là, à ce moment-là, moi, je les vois en cabinet, ces personnes-là. Et c'est très compliqué. C'est très, très compliqué du point de vue donc, de mes patients, où il y a une espèce de silence. D'abord, ils vont couper avec l'entreprise, parce qu'il faut qu'ils coupent. Okay, c'est nécessaire. Et l'entreprise ne le comprend pas forcément toujours. C'est-à-dire que parfois, l'entreprise, elle n'a pas forcément vu, ou alors elle a vu, mais je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je n'y suis pas, donc je ne peux pas faire des déductions. En tout cas, le salarié, il envoie son arrêt, et puis parfois, on lui envoie des gentils petits messages. Mais comment tu vas, etc. Et là, ça le réactive. Ou pas d'ailleurs. Certains disent, moi, ça me fait du bien, je sens qu'on ne m'a pas oublié. D'autres disent, moi, ça me réactive et je ne veux plus entendre ces messages. Je ne veux plus avoir de nouvelles de mon entreprise. Jusqu'à un moment où peut-être dans un an, parce que moi, les gens que je vois en burn-out, donc avec cet effondrement, c'est effectivement pas 15 jours, hein, c'est entre 8 mois et 18 mois d'arrêt, hein, c'est variable. Et il y a un moment où il va falloir revenir et donc négocier avec cette solitude. Du coup, j'ai envie de vous poser, vous, en tant que médecin et en tant que RH, quelles sont vos bonnes pratiques quand quelqu'un est en arrêt, on va dire un arrêt qui va durer, peut-être le premier arrêt, puis au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, qu'est-ce que vous faites ? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Oui, je peux prendre la main, Olivier, si ça vous va. Alors déjà, c'est intéressant ce que tu dis, Sylvie, c'est qu'en effet, l'arrêt peut être quand même assez long. Mais en général, moi, ce que j'ai observé, c'est que dans un premier temps, il est assez court finalement. C'est souvent les premiers signaux, c'est qu'en général, on n'a pas tout de suite un arrêt de 8 mois. Donc, en tant qu'entreprise, en fait, on ne sait pas encore tout à fait comment se positionner aussi sur est-ce que en fait, la personne va revenir dans 15 jours ou en réalité, et d'ailleurs, parfois, on ne sait même pas qu'on est vraiment complètement dans un sujet de burn-out. Donc, on navigue quand même parfois un peu à vue. Donc, ça, c'est important aussi de le préciser, d'où l'intérêt de se concentrer sur les notions d'empathie et cette compétence qui est poussée au sein des managers et aussi de nos départements RH pour faire en sorte de comprendre où on en est sur cette situation. Une fois qu'on se dit ça, que la personne est arrêtée, la première étape, c'est de peut-être lui dire que globalement, nous, on s'adaptera à ce qu'elle veut. Est-ce que cette personne a envie qu'on reste en contact ou est-ce qu'au contraire, elle veut couper ? Et dans ces cas-là, respecter sa volonté. Je pense que c'est important de le savoir, nous aussi, en tant que RH et en tant qu'organisation, pour s'adapter au mieux à un accompagnement qui sera un peu plus lointain, puisque la personne sera accompagnée ensuite par un professionnel de la santé. Du coup, tu poses la question, Amandine. Tu demandes à la personne si elle a envie, de quoi elle a envie, c'est ça ?
Ouais, exactement. Moi, je le faisais. Après, il faut avoir créé une certaine proximité aussi avec ses salariés et une certaine confiance. Donc, je peux entendre que ce ne soit pas toujours possible. Mais en fait, si on ne pose pas la question, comment on peut savoir ce que la personne veut réellement, tu vois? Est-ce qu'à ce moment-là, la personne, elle le sait vraiment? Peut-être pas. Mais en fait, moi, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, elle a le droit d'avoir envie de quelque chose. Peut-être que dans 2 mois, elle n'aura plus envie de la même chose. C'est OK, mais juste dis-le moi et moi, je m'adapte et on fera en fonction de toi. C'est vraiment important à ce moment-là de se dire que nous, on est aussi là pour l'accompagner et faire en sorte que cette période soit la plus douce possible pour elle, même si on sait qu'elle sera compliquée. Donc, à nous de l'adoucir côté organisation et entreprise. Et une fois qu'on s'est dit ça, on laisse la personne être en arrêt et faire les étapes nécessaires pour se sentir mieux. Et parallèlement, on a une obligation pour moi, en tant que RH, de réorganiser la charge de travail au sein des équipes. Parce que ça peut générer un énorme stress pour certaines équipes quand il y a une personne qui part. Tout d'un coup, la charge de travail, elle doit être répartie. Et donc, du coup, c'est le stress. Comment on va faire? On va avoir beaucoup plus de travail. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans des organisations, en plus, où de toute façon, la charge de travail, elle était déjà importante. Donc, quand une personne part, elle est d'autant plus importante. Donc, ça, c'est vraiment à reprioriser. Donc, ça, à mon avis, responsabilité des managers de l'organisation et des RH de se rencontrer rapidement pour redéfinir les priorités et les objectifs de chacun, individuellement et collectif, et être à l'aise et OK de se dire, en fait, on va réduire légèrement nos objectifs parce qu'en fait, il faut être réaliste, de bien se fixer des objectifs qui soient réalistes et qui ne vont pas tendre vers une organisation 100% burn-out, quoi, si je pousse le trait. Mais si on veut aller vers une organisation zéro burn-out, à nous d'assumer et de mettre des actions concrètes en place. Ensuite, il y a une communication, je pense, qui est importante avec transparence et bienveillance. Alors, transparence dans le respect de la confidentialité, évidemment, mais c'est possible que les équipes, ou en tout cas l'équipe proche, soient au courant de la situation de la personne, etc. Et dans ces cas-là, de juste rassurer, rester disponible et peut-être en profiter aussi pour, encore une fois, sensibiliser, former sur ces thématiques et se rendre accessible sur une discussion et un échange sincère, honnête et ouvert. Nous, c'est ce qu'on faisait chez Payfit et c'est aussi ce qu'on demandait à nos managers de faire, c'est de se rendre vraiment disponible. Et quand je dis disponible, c'est pas juste recevoir un petit message, c'est disponible vraiment. Une écoute active, une sensibilisation à ces thématiques, une déculpabilisation aussi. Il n'y a pas de honte. On peut être tous concernés dans notre vie un jour ou l'autre. Donc vraiment d'éduquer aussi sur ces thématiques. Nous, ça nous avait beaucoup aidé et c'est ce que je fais encore aujourd'hui auprès de tous mes clients. Je voyais dans le chat des messages de bah oui, mais parfois en fait nos organisations se rendent pas compte ou ne veulent même pas entendre parler du mot burn-out. Je sais, je le vois encore beaucoup, d'où notre intérêt à ce moment-là en tant que RH de venir apporter cette valeur ajoutée en disant en fait ça existe, ce n'est pas un gros mot et on peut, et encore une fois on a le chiffre 2,5 millions, à nous d'arriver avec des actions concrètes pour justement que ça n'arrive plus, et de sensibiliser nos dirigeants à ces thématiques-là qui parfois, pour le coup, sont peut-être un peu dans le déni. Okay. Merci. Olivier, vous voulez réagir par rapport à... Alors, oui. que Amandine n'a peut-être pas dit, qu'elle a dit pourtant avant, c'est le lien avec le médecin du travail. Mais, alors voilà, oui, merci. Voilà. Merci, parce que quand même, ça c'est important, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci. Oui, le médecin du travail est l'interlocuteur de choix. Parce que vous ne le savez peut-être pas, enfin en tout cas, moi je travaille pour une entreprise qui s'appelle Horizon Santé Travail et on peut toujours demander un rendez-vous avec le médecin du travail, ça ne coûte rien à l'employeur et ça ne coûte rien évidemment aux salariés. Et normalement, on peut quand même faire, nous, la différence entre ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. On a des mails qui sont très évocateurs. Les gens décrivent leur situation, on se débrouille pour trouver rapidement un rendez-vous. Donc, le médecin du travail est effectivement l'interlocuteur privilégié, évidemment le médecin généraliste. Mais j'avoue que, enfin, sans vouloir du tout, les médecins généralistes ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas être spécialistes dans tous les domaines. J'ai oublié de le dire en présentation, mais moi je me suis beaucoup investi dans le burn-out et dans tout ce qui est justement suivi, puisque je trouve ça passionnant comme épreuve de vie et aussi comme puissance éventuellement d'accompagnement, mais ils ne sont pas formés forcément à ça. Ils peuvent prendre
un burn-out pour une dépression. On en a parlé au tout début. Et donc, ils vont mettre malheureusement, il y a une anxiété, on va mettre des anxiolytiques, c'est un peu déprimé, il n'est peut-être pas déprimé finalement. Non, ça n'a rien à voir. Au début, après évidemment, si le burn-out s'installe, il peut y avoir des dévalorisations, une apathie, etc. Et donc, effectivement, les gens peuvent être en dépression. Donc, des anxiolytiques. Toujours est-il que le médecin généraliste n'est pas forcément, de ce point de vue, le mieux formé, mais peut-être pas forcément le médecin du travail non plus, parce que moi, je m'y suis intéressé, mais d'autres ne sont peut-être pas forcément intéressés à ça. Moi, vraiment, c'est quelque chose qui me passionne, et c'est pour ça que j'en vois beaucoup, et je demande à des entreprises qui ont des burn-out et des risques psychosociaux parce que ça m'intéresse. Évidemment, c'est plutôt, ça semble un peu maso, mais moi, ça m'intéresse. Voilà. Maintenant, je voudrais juste dire quelque chose, c'est que le RH, il n'est pas forcément l'interlocuteur privilégié. C'est-à-dire que le N+1, il faut voir les choses dans leur ensemble. La personne qui fait un burn-out, elle n'est pas isolée. Elle a un N+1 qui peut-être lui-même, pour les mêmes conditions ou les mêmes raisons, à peu près dans les mêmes conditions de travail, est lui-même en zone rouge, s'il n'est pas en burn-out, il est peut-être en épuisement. Et donc gérer, ça c'est ce qu'on voit dans des entreprises qui génèrent des risques psychosociaux et une souffrance au travail. En fait, une personne, quand moi j'arrive dans une entreprise, admettons j'ai 500 salariés, je vois un ou deux souffrances au travail, je ne me pose pas de questions. Quand j'en vois arriver par dizaines, je me dis il y a un problème. Alors le problème, il est global. Ou est-ce qu'il y a un N+2, N+3 qui est épouvantable et qui est un pervers narcissique et qui harcèle les gens, etc. C'est arrivé, bien sûr. Donc on arrive à des situations où alors structurellement, il y a des éléments de souffrance au travail qu'il faut absolument éviter. Ça sont évidemment deux autres. Alors, donc, la personne n'est pas isolée et le N+1 va donner cette information, on va essayer d'accompagner ou pas, parce que tout le monde n'a pas forcément d'empathie, parce que ce n'est pas ceux qui réussissent le mieux qui ont le plus d'empathie. Bon, ça, évidemment. Hein. Donc, on peut très bien réussir et avoir peu d'empathie, tu te débrouilles, je veux des résultats, etc. Donc, en fait, le N+1 est le premier qui pourrait dire, tiens, parle-en à la RH. Mais la RH, parfois, comme les médecins, d'ailleurs, les gens se méfient de nous. Et parfois, la RH, on dit, je préfère pas trop que ça se sache que ceci, cela. Donc, en fait, c'est la question de la relation de confiance qu'on établit avec des gens, bien sûr, que vous avez, vous, en tant que RH. Et nous, comme médecins, moi, comme les gens ne me connaissent pas avant de me rencontrer, évidemment, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est pas dangereux, etc. Toujours est-il, c'est le médecin du travail, le médecin généraliste, le médecin du travail qu'il faut aller voir. D'autant plus que, éventuellement, c'est lors d'une visite de pré-reprise. Donc, malheureusement, nous, on voit les gens souvent en visite de reprise. Et là, on a des gens avec des yeux effarés, littéralement comme des lapins qui sont des yeux de lapin dans les pleins phares de voiture, en disant je vais demain, je retourne au travail, terrorisé à l'idée d'avoir cette vague de 10 mètres de haut. Ou même de dire, mais je ne m'en sens pas. Donc je dis, stop, non, on ne va pas le faire comme ça, vous n'allez pas reprendre. Donc, on va mettre éventuellement un temps partiel thérapeutique en place avec le médecin généraliste, parce que comme vous le savez sans doute, on a besoin du médecin généraliste qui prescrive et nous, on l'organise, pour faire simple. Hein. Voilà. Donc, l'après-reprise, c'est mieux. Parce que si un arrêt de travail va jusqu'à la fin du mois prochain, eh bien, nous, on peut aussi commencer à travailler sur la question de pourquoi, comment. Parce qu'il y a toujours une question de pourquoi en êtes-vous arrivé là. Et donc, non pas le déni, excusez-moi, mais plutôt dans l'aveuglement, il faut qu'ils retrouvent la vue sur certaines choses qu'ils n'ont pas vues. J'ai vu dans le chat, d'ailleurs, je donne ces éléments-là. Oui, on ne peut pas s'adresser à un salarié facilement quand on est employeur, quand il est en arrêt de travail, puisqu'il y a une suspension de l'arrêt de travail. Suspension, pardon, du contrat de travail quand ils sont en arrêt. Donc, il faut être très, très précautionneux dans ce que vous donnez comme nouvelle. Moi, j'ai vu des mails passer quand même qui étaient étonnants, du genre, quand est-ce que tu reviens, on a besoin de toi. Oui, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut le présenter. Ou alors, mais pourquoi tu es arrêté? Mais ça ne regarde pas l'employeur. Est-ce qu'il s'est fait une entorse de cheville? Est-ce qu'il a un infarctus ou il est en burn-out? C'est pas Donc, attention à ce que vous faites. Qu'est-ce que vous aimeriez bien qu'est-ce qui serait pour vous OK de dire? Parce que moi, parfois, c'est bien aussi de manifester quelque chose. Donc, la bonne parole, ça serait laquelle? Eh bien, je m'inquiète pour toi.
Je m'inquiète. Voilà, on est sur la compassion, on est sur... Voilà, je voudrais juste... tu es tout à fait... D'abord, tu es tout à fait libre de me rappeler, etc. Mais je m'inquiète pour toi, je voudrais t'aider, voilà. Bon, évidemment, ça dépend. Ça dépend parce que c'est l'assistante ou c'est pas forcément le N+1. Le N+1 peut être dans l'affaire, en quelque sorte. Donc l'affaire d'une... voilà, c'est pas clair et le N+1 est trop dur ou lui-même... bon. Donc c'est éventuellement assistante, c'est la copine qui vient au même moment, c'est la copine et la voisine de bureau, etc. Donc je m'inquiète pour toi. Est-ce que tu veux me donner des nouvelles? Est-ce que je peux t'appeler? Ou dis-moi quand je pourrais t'appeler? Ou je te laisse mon numéro, je te rappelle que, etc. Voilà, tu nous manques. Tu nous manques, je me fais voilà, des choses qui montrent qu'on est une personne humaine et qu'on n'est pas au milieu de l'océan en se disant décidément, personne. Et alors, à l'inverse, et personne n'a pris des nouvelles de moi depuis 6 mois. À l'inverse, c'est une horreur pour eux. C'est-à-dire, je pensais avoir des amis, et j'ai pas eu un message, ou très peu. Bien sûr, moi, N+1 m'a rien dit parce que là, il en fait les frais parce qu'il doit trouver quelqu'un pour faire mon travail, etc. Et le N+1 dit, bon, voyez, il peut y avoir aussi des, bon, ça y est, elle a craqué, maintenant, ça retombe sur moi, etc. Bon, il peut y avoir plein de choses, évidemment, qui rentrent en ligne de compte sur le fait qu'il y a un surtravail pour les autres pendant que la personne est absente. Mais quand même, globalement, on ne se trompe pas quand on est dans l'empathie, mais sans insister, parce qu'il ne faut pas un mail un texto toutes les semaines en disant « et alors, et alors, et alors ». Ça, c'est pas bon. La juste parole, elle est quand même très, très difficile pour accompagner ces personnes-là. Moi, j'entends beaucoup de colère, souvent, et sur le médecin du travail, et sur le RH, en disant des personnes qui se disent, alors moi, je ne peux pas aller vérifier ce qui se passe, mais c'est côté patient, je suis seule. Voilà. Je suis seule, donc c'est des gens, et pour ça, on est là aujourd'hui pour mettre les bonnes pratiques, qui n'ont pas de message, qui n'ont pas d'écrit, qui s'arrêtent, et après, c'est un désert. Et quand il faut revenir au travail, parce qu'il y a un moment, alors si je vous montre un peu les étapes là, de l'accompagnement, donc là, moi, je suis dans les étapes, je ne sais pas si on peut mettre en grand là, parce que sinon c'est écrit trop petit. Voilà. Il y a un moment, quand la première étape, c'est d'accepter, alors sortir de ce moment-là où moi, ils étaient en déni, et puis de commencer à évaluer un peu la situation en disant là, voilà, je m'arrête. J'ai souvent des personnes qui me disent, au début, en fait, quand je fais ce qu'on appelle de la psychoéducation sur le burn-out, les gens on a une alliance thérapeutique, donc s'ils continuent avec moi, ils ont tendance à me croire, mais ils n'intègrent pas vraiment ce que je dis là, okay, sur vraiment toute la partie psychoéducation du burn-out. Alors après, le temps, c'est très différent. Hein, ce moment-là, ça peut prendre entre 6 mois et 18 mois, et je ne le sais pas au démarrage. Je ne peux pas le savoir. Souvent, la question que les gens peuvent vous poser au bout de 2-3 mois, parfois d'arrêt, mais quand est-ce que j'irai mieux ? Quand est-ce que ça ira? Mais j'en sais rien, en fait. Et il va falloir passer par différentes phases. Et ça, c'est un peu la capacité individuelle, parfois, de surmonter ça plus rapidement. Et d'autres, il faut plus de temps. Le burn-out, c'est un peu un trauma aussi. Moi, je suis formée sur le trauma. Et parfois, à l'occasion d'un burn-out, il peut y avoir autre chose qui se joue aussi d'une autre histoire d'avant. Et ça peut aussi... générer quelque chose de plus spécifique. Donc, chaque histoire est tout à fait différente. Donc, il y a cette phase d'acceptation. Après, il va y avoir une phase de reconstruction, c'est-à-dire que mon hyper-engagement, parce que le burn-out, ça touche des gens très forts, ça touche des gens qui sont vraiment extrêmement costauds. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens que j'accompagne, voilà, vous êtes des durs, quoi. Vous êtes des personnes résistantes, très, très résistantes. C'est ceux qui vont aller sur une plage à Biarritz, affronter une énorme vague pour peut-être aller récupérer un enfant qui a des difficultés dans l'eau à cause de la baïne et qui peuvent y laisser leur peau. Vous voyez, c'est ceux-là. Moi, c'est souvent ça que je vois. Et du coup, là, il y a toute une phase de remettre un peu le travail et le sens et tout ça, de voir ce soi fort que j'ai très fort chez moi, ce soi parfait que j'ai. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et donc là, il va y avoir après une phase de réapprentissage. Parce qu'il y a un moment, je ne sais même plus si je peux être en capacité de retravailler ou pas travailler. J'ai l'impression d'avoir perdu mes facultés d'ailleurs. Et il y a un moment où ça commence à aller un peu mieux. Et là, on va esquisser en fait le futur. C'est quoi mon futur? Et ça, c'est vraiment intéressant parce que là, moi, j'aurais besoin, et c'est là où souvent je réoriente entre la réapprentissage et la consolidation. Je commence à dire aux personnes que j'accompagne, et si vous discutiez avec votre médecin du travail? Alors, soit c'est oui, j'ai déjà des contacts, soit je ne sais même pas qui c'est.
J'ai les deux. Donc, de toute façon, vous devez avoir un petit papier chez vous avec une petite fiche d'inaptitude parce qu'ils veulent pas, ils peuvent pas. S'ils ont perdu les contacts avec quelqu'un, c'est difficile. Donc, ils recherchent. Et donc, cette visite de pré-reprise, qui porte mal son nom d'ailleurs, hein, parce qu'il n'est pas question de pré-reprise à ce moment-là. Il est juste question d'aller discuter. Donc, il y a un moment, c'est très vertueux, c'est très positif de pouvoir mettre ça en place. Et quand il y a une bonne relation aussi avec le RH, qu'il est identifié comme une personne ressource, ce qui est très aidant dans le processus c'est aussi, qu'est-ce qui t'empêcherait d'aller discuter avec le RH si tu n'as pas envie, parce que c'est trop difficile pour toi d'aller sur le lieu de travail, parce que parfois aussi c'est ça. Moi, j'ai des patients qui ont fait des crises paniques à 8 mois ou à 10 mois parce qu'ils sont revenus trop tôt aller faire cette discussion-là. Et rien que dans le RER, à l'approche de la défense, par exemple, crise d'angoisse. Bon, c'est trop tôt, on sort et puis on verra ça plus tard. Okay, donc, ça peut se faire aussi à l'extérieur du travail. Alors, pour le médecin, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais pour le RH, moi, j'ai vu des RH qui parfois me disaient, et dans les RH qu'on accompagne avec Moka, mais moi, je suis complètement OK pour rencontrer ce salarié dans un café, dans une zone neutre, pour ne pas aller dans l'entreprise. Le regard des autres est très difficile à ce moment-là. On va le travailler, mais que vont dire les collègues? Et c'est pour ça que je passe du coup maintenant à la dernière phase, quand on envisage de reprendre. Donc là, on a vu plusieurs fois souvent le médecin, on a rediscuté avec le manager ou le RH. Et là, j'ai une action que je fais avec les patients que j'aimerais que le RH fasse. Donc, comme vous êtes là, les RH, en fait, on va avoir une séance, et il n'y a pas besoin d'être psy pour le faire, où je vais dire aux patients, vous allez visualiser votre retour idéal. Vous allez me dire comment ça pourrait vraiment, vraiment, vraiment bien se passer. Et là, il va me dire, en fait, je suis accueillie, il y a un petit déjeuner, j'ai un collègue qui vient me chercher à l'accueil, ou j'ai le manager, ou j'ai le RH. Et en fait, on fait scène par scène, j'ai envie de vous dire minute par minute, comme, alors si certains écoutent les secrets du mental de Moka, on a certains champions qui nous expliquent qu'avant une épreuve, ils visualisent. Je pense à Gros Piron qui visualise. On visualise positivement l'action qui va arriver. On fait ça. Et du coup, en sortant de ça, ils me disent, en fait, oui, pour que ça arrive, il faut que j'écrive à la RH, il faut que j'écrive à mon manager. Et du coup, d'eux-mêmes, en fait, ils décident de faire un petit message en disant, voilà, ou d'appeler. Ce qui me ferait vraiment du bien pour reprendre, c'est d'avoir ça, ça, ça. Et en fait, ça se passe bien. Okay, à l'opposé, ça se passe super mal. Si rien n'est préparé, j'arrive, je ne suis pas attendue, je n'ai même pas d'ordinateur, mon poste de travail, machin. Je ne peux pas venir comme ça après 1 an ou 18 mois d'arrêt, globalement, juste en voyant le médecin pour ma reprise. Okay, est-ce que vous voulez… donc voilà, et à la fin, la dernière espace, c'est moi, vous n'avez plus besoin de moi. Moi, je les suis souvent, on va dire, les 3 premiers mois de la reprise, quand on a bien travaillé durant toute cette période. Et la personne repart aussi avec un indicateur très clair, des indicateurs très clairs sur ses signaux faibles. Elle sait, et on les a écrits, on s'est écrit un cadre de reprise, donc entre le psychologue et le patient, en disant, voilà, mon cadre de reprise, c'est ça. Et concrètement, c'est… J'arrive à telle heure, je repars à telle heure, je fais une pause avec moi-même vers 16 heures pour voir comment s'est passée ma journée. J'ai mes espaces de cohérence cardiaque, de respiration. Enfin voilà, on l'a dessiné ensemble et la personne vérifie toutes les semaines si elle le respecte. Okay, pour voir là comment ça se passe, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des rechutes. Et donc en faisant ça, on évite effectivement les rechutes. Excusez-moi, je parle un petit peu lentement. Olivier et Amandine voulaient réagir par rapport à ça. Donc là, on est sur la phase de reprise. Quand il y a reprise, et parfois il n'y a pas reprise, il faut qu'on en parle aussi. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas reprise? Entre l'inaptitude et la rupture conventionnelle, avant il y avait l'abandon de poste, maintenant il n'y a plus. C'est vrai que là, c'est aussi compliqué. Voilà. Je vous ça pour la fin. Je vous invite à prendre la parole. Je voulais juste rebondir très vite, Sylvie, sur ce que tu disais sur la reprise et sur le meilleur plan à mettre en place. Je pense qu'il y a des bonnes pratiques. On peut avoir un plan un peu général, on va dire. Moi, ce que j'ai observé, ce que j'observe encore quotidiennement, c'est qu'en réalité, on a besoin de personnalisation dans ces moments-là. Et c'est ce que tu disais très bien, c'est toi, tu as besoin de quoi et qu'est-ce que tu visualises comme une reprise idéale. Et ça, je pense qu'individuellement, d'une personne à une autre, ça peut être tout à fait différent. Donc, cette question, elle est magnifique, je trouve, de se dire vraiment à ce moment-là, toi, tu as besoin de quoi. Et c'est nous, on peut avoir de bonnes idées en tant qu'organisation, en tant qu'RH, mais on peut pas 100% se mettre dans les baskets de notre interlocuteur qui, lui, a vécu quelque chose de particulier. Et donc, c'est bien à ce moment-là de l'entendre et pour le coup, d'être dans l'écoute active de quoi tu as besoin pour que ça se passe bien ou pour que ça s'arrête. Et du coup,
belle transition sur une sortie aussi potentielle. C'est une discussion que j'ai eue aussi plusieurs fois parce que malheureusement, on écoute la personne qui en fait, en réalité, ne se sent pas de revenir, soit parce que l'organisation et le contexte n'a pas suffisamment évolué pour que la personne se sente de revenir, soit parce que intellectuellement aussi, elle a fait un chemin en se disant que c'est plus dans ce genre d'environnement qu'elle a envie d'évoluer, c'est plus dans ce genre de poste. Moi, j'ai vu aussi beaucoup de reconversions après le burn-out, sur des remises en question aussi personnelles sur ce qu'on avait envie de faire ou pas. Reconversion, du coup, accompagnée, ça irait un peu avec non, on a négocié son départ 46%. Alors ça, c'est compliqué. On en parlait en préparant avec tous les trois, là. Comment ça se fait, cette reprise? Parce que si on négocie, comment la médecine est au courant ou pas? Olivier, vous en pensez quoi de tout ça? Alors, tout d'abord, je voudrais dire, pardon, je voudrais revenir sur la reprise avec ce proverbe « un homme averti en vaut deux ». Moi, ce que je travaille avec les personnes que je vois en pré-reprise ou en reprise, c'est en gros, quels étaient vos signaux, quelles étaient les alarmes, les sirènes rouges que vous n'avez vues ou pas vues. Bon, vous ne les avez pas vues, donc c'était quoi? Alors, est-ce que vous avez... Et j'écoute. Qu'est-ce que vous auriez dû faire que vous avez, et que vous n'avez pas fait? Et qu'est-ce que vous avez fait qui était délétère? Donc, par exemple, bon, voilà. Donc, par exemple, oui, j'aurais pas dû me couper avec ma famille, me couper avec mes frères et sœurs, socialement, mes amis. Bon, d'accord. Et puis quoi? Et puis quoi? Bon, par exemple, l'arrêt du sport parce que j'ai plus le temps, etc. Donc, quels sont les signaux où vous dites ça, je ne le referai plus? Parce que quand je les vois en visite de reprise, j'ai dit, on est d'accord, la dernière fois, vous m'avez dit ça. Donc là, l'objectif, c'est ça, vous ne le refaites pas. Donc, on est d'accord, et je le mets même sur un post-it en disant ça, ça et ça, vous me l'avez dit, et là, vous ne refaites pas. Ne pas savoir dire non, vous savez dire non. Je dis oui à ma santé. Moi, je leur dis ça. Je dis oui à ma santé, parce qu'ils ont du mal à dire non. Hein. Et quand vous dites non, oui, vous mais dites parce oui que à votre santé. Oui, mais parce qu'il y a souvent ce que je considère, moi, enfin ce que j'ai découvert, ou en tout cas ce que j'appelle un syndrome du bon élève. Oui. Et donc, souvent, avec ce syndrome du bon élève, brillant, etc., qui est habitué à avoir de bons résultats, il y a un véritable deuil vis-à-vis de « j'y arrive pas ». Bon. Donc, du coup, éventuellement, ça se travaille. Enfin, en tout cas, je leur donne des pistes. Et puis, je leur donne aussi aller voir un psy quand je vois quelque chose de véritablement... enfin, il faut travailler, il faut aller voir un psychologue. Parfois seulement un psychiatre. Évidemment, le psychiatre fait des arrêts de travail. Mais les arrêts de travail qui arrivent avec un psychiatre, on signe vis-à-vis de l'employeur de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas d'une entorse de cheville ou d'un diabète mal équilibré ou je ne sais quoi. Donc, c'est quand même un peu difficile parce que c'est affichant vis-à-vis du salarié. Donc, moi, je dis plutôt que ça doit être fait par un médecin généraliste quand on voit arriver des arrêts de travail. Voilà. Donc, un homme averti en vaut deux, oui. Eh bien, il faut checker ça d'abord. Vous ne le referez pas, et c'est un véritable engagement, c'est une véritable analyse, un véritable engagement. La deuxième chose, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes RH. Enfin, c'est la première fois que j'ai autant de RH, je ne sais pas s'il y a 90% de RH, mais c'est très intéressant. D'abord, je voulais dire que j'aime beaucoup les RH parce que je les trouve, ils ont c'est une vocation d'une certaine manière, comme d'ailleurs d'être médecin. Donc, ils ont une appétence pour le contact, pour l'immense majorité, pas pour toujours, parce que parfois on nomme un DRH pour faire le ménage. Bon, et dans ce cas-là, c'est un autre type de RH. Hein. Bon, mais sinon, vous avez une appétence pour l'humain, donc évidemment, vous voyez ce que... Et vous souffrez aussi. Vous êtes vous-même particulièrement exposé en tant que RH aux risques psychosociaux et notamment aux conflits de valeurs. Vous avez signé pour une valeur humaine et vous n'allez pas transiger là-dessus. Or, et j'en arrive là à quelques... Je pourrais démissionner. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Le DRH démissionne, les RH craquent sous la pression et finalement DRH et RH craquent et démissionnent tous. Catastrophe complète. Il n'y a plus d'historique de la souffrance individuelle des salariés. Il faut recruter et ça va prendre du temps. Il faut quelqu'un qui comprenne, etc. Donc là, la pente va être, disons, difficile à remonter dans un délai court. Bon, tout ça pour dire que vous êtes concerné par les RH. Il ne faut pas se dire que le RH n'est pas concerné, parce que moi, je vois beaucoup de RH
Et donc, d'abord, on verra peut-être ça dans les questions, mais j'encourage vraiment les RH à avoir des contacts avec le médecin du travail et même à aller le voir en consultation dès qu'ils ne se sentent pas bien. Pour nous, ça a énormément de valeur parce qu'on voit la personne et tout est changé à partir de là, y compris sur la manière professionnelle dont on gère les choses vis-à-vis de l'entreprise. Donc, venez nous voir dès que vous n'êtes pas bien. Ça nous rendra service et ça vous rendra service aussi. Donc voilà, les RH, bravo, c'est bien, c'est fort, mais c'est particulièrement exposé. Et donc ne vous dites pas, parce que quand on voit tout un service qui ne va pas et quand la direction n'a rien écouté, à fermer les oreilles, etc., en fait, vous vous dites, si jamais je pars, là, il y a tout un historique, je lâche tout le monde, etc. Et donc, éventuellement, des RH vont, comme des N+1, ou d'ailleurs, vont protéger leur N-1 et pendant X temps, ils vont prendre sur eux, etc. Et ça va énormément coûter. Ils vont arriver dans des conditions de souffrance extrêmes. Voilà. Donc, je voulais juste dire ça. Sur l'inaptitude et l'ARC, la rupture conventionnelle, voilà. Sachez évidemment que nous, on peut envisager une inaptitude, mais ce n'est pas facile pour les raisons. Enfin, je ne sais pas si on a... Non, on n'en a pas parlé. L'inaptitude est un sujet. Mais quand on parle de rupture conventionnelle, quand un salarié me dit qu'il a parlé de rupture conventionnelle avec son employeur, pour moi, c'est une ligne Maginot, quoi. Enfin, c'est une ligne de démarcation. Parce qu'à partir de là, il s'agit de quoi? On sort de l'affaire médicale. On rentre vers l'affaire, finalement, des dédommagements et des notions financières. Donc, moi, on se retrouve plus... Enfin, le sujet médical est un petit peu exclu dans ce moment. D'ailleurs, éventuellement, si ça se passe bien, eh ben, je ne revois pas les personnes. En fait, sur des burn-out, on est plus parfois sur des sujets d'inaptitude. Quand il y a vraiment le diagnostic d'un burn-out qui a été posé, parfois, ça peut générer de l'inaptitude parce qu'il y a des séquelles, en fait. Bien sûr. De concentration. Oui. Après, c'est vrai que si on est sur la négociation, c'est autre chose. Mais vous avez raison de dire l'inaptitude, en fait, c'est parce qu'on considère qu'il n'y a pas d'amélioration possible. Oui, voilà. Et donc, à partir du moment où il y a une amélioration possible, notamment il peut rentrer, etc., on ne va pas mettre évidemment les gens inaptes. Et de ce point de vue, un arrêt de travail de 2-3 mois dans le cas d'un burn-out me semble bien, mais si on reste en arrêt de travail pendant 18 mois, je n'ai jamais vu d'ailleurs quelqu'un qui revient au travail. Un arrêt de travail doit durer 3 mois et doit être productif, doit être du travail vis-à-vis de ce qui a occasionné ça, etc. Et puis aussi, est-ce que je me reconnais dans le poste, est-ce que je me reconnais dans l'entreprise? Si ce n'est pas le cas, autant rapidement arriver sur mon arrêt de travail, je m'en sers pour actualiser mon CV et je donne des cartes de visite et puis finalement je pars et tout va bien. Mais ça, finalement, quand les gens sont trop notamment sur la culpabilisation, parce qu'on n'en a pas du tout parlé ou très peu, les gens, des personnes se sentent coupables, ont honte de ce qui leur est arrivé. Et donc, c'est très difficile sur l'estime de soi de revenir dans une période aussi difficile sur je vais bien me présenter, je me sens d'attaque pour faire des entretiens d'embauche. Très, très difficile. Donc, il y a une période où, selon les personnes... Je vais vous couper parce qu'on arrive un peu à la fin et je voudrais qu'on puisse répondre à une ou deux questions peut-être des interlocuteurs. J'entends en tout cas un message très fort qui est de dire au RH, prenez contact avec la médecine du travail et la médecine du travail peut-être, en tout cas vous nous dites, nous on se libère, on est prêt à vous écouter, on a besoin d'avoir ce lien pour pouvoir traiter et mettre en place peut-être quelque chose qui est important pour nous, donc des organisations qui tendraient vers un zéro burn-out. Okay, je vous ai mis quelques éléments, mais je ne vais pas les commenter. C'est issu de la recherche et de ce qu'on voit aussi nous chez Moka quand on met en place certaines politiques, quand les RH mettent en place ces facteurs-là, on tend vers des organisations avec moins de burn-out, donc zéro burn-out. Je vous laisse les regarder, mais peut-être qu'on va prendre une question. Il y a une question, Héloïse, qui revient beaucoup, qui est parmi les questions à traiter. Quelle différence entre burn-out et stress aigu, fatigue? Une personne arrêtée 5 ou 6 semaines, si ce n'est pas un burn-out, c'est quoi? Est-ce qu'on considère que 5 ou 6 semaines, on est dans quelque chose de chronique ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue médical? Moi, je pense que 5 ou 6 semaines, ça dépend évidemment de la profondeur. Mais en un mois, un mois et demi, on peut revenir. Ça dépend du travail qui a été fait. Ça dépend de la profondeur de la remise en question. Ça dépend de, finalement, l'épuisement physique de la personne. Est-ce qu'elle est en train de refaire du sport, de sortir, etc. Est-ce qu'elle passe des bonnes nuits? Si on arrive avec une batterie, c'est ce que je leur dis, votre batterie est à combien? 20%, elle est dans le rouge? Non, on ne va pas reprendre.
vous êtes à 60%, etc., ça revient. Bon, bah, écoutez, on va faire un temps partiel thérapeutique. Mais ce temps partiel thérapeutique, soyons clairs, moi je leur dis, la part de gâteau, elle doit être diminuée. Admettons, vous êtes à mi-temps, donc la part de gâteau, elle doit être diminuée de 50%. Et je mets sur la fiche, là, le travail doit être diminué en proportion du temps partiel thérapeutique. Donc, il ne s'agit pas de dire, voilà, tu vas faire tout en 3 jours alors que tu le faisais en 5. Ça, c'est le pire. Parce que là, on est sûr de la casse. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on enlève? Et là, je leur dis, vous savez dire non maintenant, et vous savez dire au RH ou à votre N+1, qu'est-ce qu'on m'enlève? Tant qu'on n'en est pas là, c'est difficile de reprendre un temps partiel thérapeutique. Parce que finalement, ça risque de plutôt... voilà. Et peut-être, Amandine aussi, pour toi, le mot de la fin, qu'est-ce que tu peux nous partager pour préserver sa santé là, en tant que RH cette fois-ci? Parce qu'on a bien compris que les RH, ils étaient fondamentaux. On a besoin d'eux pour préserver la santé mentale des collaborateurs. Donc, du coup, eux, qu'est-ce que tu peux dire pour qu'ils se préservent eux? Oui, alors juste avant de parler de ça, et je rebondirai sur les mots d'Olivier qui sont très vrais, mais avant ça, je voudrais vraiment insister sur parler de la prévention, parce que là, on parle vraiment de notre réaction face à une thématique donnée, mais je pense qu'en réalité aussi, on a une responsabilité de prévenir ces burn-out et améliorer le contexte de bien-être globalement et l'épanouissement dans les entreprises. Et pour moi, c'est un investissement qui est stratégique. C'est pas, on n'est pas en train de parler de blabla ou de choses qui n'existent pas. Ça existe vraiment. Et en fait, en le faisant, on gagne vraiment une meilleure productivité, plus grande fidélisation des talents et un climat de travail tout simplement plus sain et positif. Et ça, vraiment, j'insiste sur la prévention, la formation, la sensibilisation, et notamment par Moka. Moi, j'ai eu l'expérience avec toi, Sylvie, et Moka sur la sensibilisation chez Payfit notamment. Et ça nous a vraiment aidé à anticiper des problématiques, à former. Et vraiment, je pense que ça a eu un impact très, très, très fort. Et en mettant en place des actions concrètes, en fait, on contribue directement à prévenir et à garantir un cadre de travail qui soit le plus épanouissant possible. Et ça, c'est notre responsabilité, à mon avis. Et en tant que RH, évidemment, on est en première ligne, ce que disait Olivier, pour gérer le bien-être des salariés. Et on vit une forte pression quotidienne parce qu'on gère les conflits, la charge administrative, les attentes de la direction et globalement les problématiques humaines qui sont très intenses émotionnellement. Donc, ça nous rend particulièrement vulnérables. Donc, pour moi, là-dessus, vraiment, c'est important de savoir dire non, s'imposer des temps de pause juste pour nous et vraiment mettre son cadre personnel de bien-être et d'épanouissement pour remplir sa jauge d'épanouissement, ce que je dis souvent. Et surtout, ne pas hésiter à demander de l'aide. On dit souvent qu'on est seul, mais en réalité, on n'est pas seul. On est plein à faire notre métier. Je sais qu'au quotidien, c'est vraiment pas toujours simple, mais savoir s'entourer. Moi, personnellement, j'ai été accompagnée de coachs pendant quasiment 2 ans sur des périodes très intenses professionnelles. Je le recommande vraiment à tout le monde de tendre, de dire, OK, là, j'ai besoin d'aide, soit par mes pairs de collectifs RH ou autres, soit par des professionnels de santé, soit par des coachs, mais il y a des possibilités qui s'offrent à nous pour qu'on soit meilleur dans notre appréciation et dans notre accompagnement, parce que si on ne prend pas soin de nous, on ne peut pas prendre soin des autres. C'est pour moi, en tout cas, impossible. Ok, merci. Est-ce que du coup, dernière petite question, et après je vous laisserai conclure, Olivier, est-ce que, Amandine, tu vois un moment où c'est vraiment favorable de proposer le soutien de ce coach quand tu as un collaborateur en burn-out? À quel moment c'est bien de le faire du coup? Si tu es dans la prévention et que tu es en capacité de détecter les signaux faibles, moi, je le ferai à ce moment-là. Pour moi, c'est vraiment le meilleur. C'est que tu es dans la prévention, tu as formé, tu as sensibilisé tous tes collaborateurs, pas seulement les personnes à risque ou les managers. Pour moi, c'est l'ensemble de l'organisation, sensibilisation à un sujet donné qui va générer de l'empathie et qui va faire une prise de conscience générale. Et donc, toi-même, tu vas être en meilleure capacité de dire « Ah, signaux faibles, j'en parle à mon manager, j'en parle à mon RH, j'en parle à mon médecin du travail, mais en tout cas, j'en parle. » Et à ce moment-là, potentiellement, une des pistes rapides pour éviter que ça dégringole, c'est potentiellement l'accompagnement par un coach. Et ça, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est essentiel et ça rend positif une situation qui aurait pu perdurer et s'enfoncer malheureusement vers un burn-out et un arrêt de travail longue durée. Je me souviens, chez Payfit, on avait même fait un exercice avec certaines équipes qui étaient à des moments de la période très peut-être soumises à des stress des clients, donc certaines formes de violence externe, si je reprends. Et en fait, on les avait fait réfléchir sur comment elles sont quand elles vont bien. Quand elles vont bien, quand elles vont super bien, elles sont comme ça, comme ça, comme ça. C'était mon fameux « je chante dans la douche le matin ». Ça, c'est mon petit signe, je sais que je chante dans la douche. Quand je m'arrête de chanter dans la douche le matin, c'est qu'il y a déjà quelque chose. Et du coup, en faisant identifier, en faisant réfléchir les personnes, comment c'est quand vous allez bien,
je vois aussi quand je baisse et quand je perds ça. Et peut-être c'est quand je commence à perdre ça que je peux aller voir un coach. Merci beaucoup, Amandine. Olivier, c'est pour vous le mot de la fin. On a encore des personnes qui sont connectées, donc on va se donner 2-3 minutes pour conclure. Merci, Olivier. Votre service, enfin en tout cas Horizon Santé Travail, mon service est complet et a des psychologues du travail, des psychologues cliniciennes, des personnes qui sont des assistantes sociales, qui sont des ergonomes, etc. Et aussi un service de prévention de la désinsertion professionnelle. Parce que parfois, on se dit, il faut qu'il fasse quelque chose de différent, etc. Et donc, on a des services complets, souvent, enfin pas tous, mais des gros services de médecine du travail ont ça. La deuxième chose, c'est que je voudrais m'adresser, peut-être pas à la fin, mais moi, je voudrais poser la question de la soupape. Tout ça, c'est une pressurisation. Et il faut trouver des soupapes, comme une cocotte minute, où on tire le truc là et ça dépressurise. Donc ne perdez pas ce qui faisait que votre vie était équilibrée. Alors évidemment, une mère de famille, des enfants, etc., tout ça, c'est ce que je disais souvent, la mère de famille doit faire le dîner à 19h, admettons, il y a les enfants qui attendent, etc. Mais c'est son meilleur atout contre finalement l'épuisement professionnel, parce qu'elle va s'arrêter. Alors, le problème, c'est que je leur dis, mais attendez, après le dîner, là, vers 20h30, 21h, vous reprenez le travail? Oui, de temps en temps. Donc là, on a un sujet samedi matin, juste aussi 2 heures, histoire de terminer. Oui, alors là, oui, on a un sujet. Mais en tout cas, ces personnes qui ont, soit dans leur famille, conjoint, etc., parce que le conjoint peut dire, mais ça suffit, t'arrêtes de travailler, j'en peux plus, on peut jamais, etc. Bon, ben voilà, c'est un élément pour maintenir, pour contenir la digue de ce travail excessif. Et d'autre part, donc les soupapes, ça peut être le sport, ça peut être sortir, ça peut être un instrument de musique, ça peut se mettre à la peinture ou à la sculpture, etc., des nouvelles choses ou des choses, comme disait Sylvie, que vous aimez bien. Vous avez arrêté le tennis, c'était ce que vous avez fait pendant toute votre enfance, refaites ça. Bon, et enfin, moi, je voudrais dire juste quelque chose. Il y a 10%, il y a combien? Il y a 110 personnes. Il y a 10 RH qui sont limites, en tout cas, épuisement professionnel dans cette assemblée. C'est sûr. C'est sûr parce que voilà ce que j'en vois par rapport aux centaines de personnes que j'ai. Donc la question, c'est, vous êtes une pièce maîtresse, parce que quand je vois, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous tenez, notamment vis-à-vis d'une pression excessive, c'est-à-dire que vous tenez vos troupes, parce que vous êtes une ressource et que vous organisez les choses pour que justement entre le lien hiérarchique, tout ça puisse se faire, ça demande énormément d'énergie. Vous êtes peut-être un petit peu seul, ben je vous dis, allez voir votre médecin du travail. Parce que, notamment pour moi, même, ça me change complètement la vie quand je vois en consultation le directeur général ou un RH, DRH, etc. Je demande d'ailleurs à voir tous les managers. Et dans ces cas-là, je vois absolument, je passe une demi-heure sur la personne et après sur l'entreprise, sans confuser les deux. Parce que sinon, on ne parle que de l'entreprise. Et quand je connais la personne après, c'est un atout immense pour moi, pour travailler avec elle. Voilà. Parce qu'on s'est connus, on connaît les forces et faiblesses, et après on arrive sur l'entreprise et ça donne des éléments de vérité et d'efficacité. Donc n'hésitez pas. Voilà. Sur tous les 10% dont j'ai parlé. Merci Olivier, merci Amandine. Parlez, rencontrez votre médecin du travail, parlez à des RH, faites des groupes de pairs, de supervision. En tout cas, vous êtes dans un métier humain, et dans les métiers humains, ce qu'on sait aussi, c'est que c'est important d'être dans un collectif. Donc, n'hésitez pas, trouvez les bonnes personnes à qui parler, mais parlez. Merci pour toutes vos questions. On espère que vous repartez avec des idées concrètes. Et merci à nos 2 intervenants pour votre implication et pour toutes vos réflexions. Merci et à très bientôt. Donc, on aura un replay, je crois, qui vous sera effectivement communiqué pour tous ceux qui sont inscrits. Merci à vous tous et très bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.